Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui 48 heures après la première défaite de la saison pour le PSG de Luis Enrique. C'était mardi soir à l'Emirates Stadium. Alors il s'est passé beaucoup de choses depuis, à commencer par la victoire des Lillois hier soir et ça a éclipsé l'hystérie totale qu'on a vécue dans l'après-match mardi soir et mercredi matin. Il y a eu des propos très virulents dans les médias, sur les réseaux sociaux envers le PSG, Luis Enrique en particulier, mais lui, il l'a plutôt cherché par rapport à sa déclaration face à Margot Dumont. Bien sûr, on va revenir sur cet épisode, tout comme on va parler tactique, prestations individuelles. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, comme je le disais en intro, hystérie totale dans les analyses du contenu proposé par le PSG et j'en viens à me demander si ce genre de projet long terme est fait pour la communauté parisienne par rapport à ce à quoi elle a été habituée depuis le début de l'ère QSI. Ça va être compliqué de prendre en patience, je pense, l'ère QSI, mais plutôt sur les dernières années particulièrement, à savoir quand on recrute Messi, Ramos et tout ça, ces moments après 2017 où tu fais des gros transferts qui te mettent dans la tête que tu es un favori pour la Ligue des Champions dans un horizon très proche et encore plus proche quand tu recrutes des joueurs qui sont sur leur fin de carrière, qui ont un palmarès énorme. L'horizon c'est 1 an, 2 ans. Là, bon, il faut un petit peu l'élargir, voir plus loin si on veut rester sur le mercato, parce que je sens venir les commentaires. Je suis d'accord pour dire qu'en matière d'investissement, le PSG dépense autant qu'avant, autant que certains clubs de première ligue et tout ça. Après, il y a un marché qui est quand même sur une situation d'inflation absolument dingue, surtout une mouvance, les joueurs Di Maria, Cavani, un peu dans la fleur de l'âge, que tu recrutes à 24-25 ans pour 60-70 millions. Bon, tout ça, c'est un peu révolu, les 60-70 millions, c'est sur des jeunes, justement, Désiré Doué, Joao Neves, des jeunes cracks à l'avenir. Tous les gros clubs se repositionnent là-dessus. Donc, c'est vrai que bon, il va falloir que tout ce genre d'idées infuse un peu dans les têtes pour que on se calme par rapport à l'analyse d'un match qui n'est que la 2e journée de Ligue des Champions et puis voilà, un match à l'extérieur face à une équipe qu'il faut pas sous-estimer non plus, Arsenal. Voilà. Certes, le match est frustrant, bien sûr. Je dis pas qu'on a fait un bon match. L'adversaire montre une facilité assez déconcertante. Et nous, de notre côté, on montre des problèmes qui sont récurrents, qui reviennent à chaque fois, sur lesquels on ne progresse pas, voire des régressions. Et donc, c'est vrai que ça semble difficile à résoudre. Pourtant, il y a des axes de progression. Ce match, dans le contenu, est bien meilleur que d'autres matchs de Ligue des Champions qu'on a sortis au mois d'octobre. L'année dernière contre Newcastle, ça je l'ai dit dans le débrief à chaud, mais on perd complètement le fil. Là, hier soir, malgré les dingueries et une équipe quand même aussi très remaniée. Vous me direz, ouais, Newcastle, il y a le 4-2-4 et tout ça. Enfin, hier soir, il y a quand même Désiré Doué, mardi, Désiré Doué, ailier droit, Lee Kang-in, faux numéro 9. Voilà, des joueurs qui sont sur le terrain alors qu'ils ne devraient probablement pas y être. Vitinha, typiquement, par rapport à sa blessure à la cheville. Donc voilà, c'est vrai que dans le contenu, notamment en deuxième mi-temps, dans mon débrief, je me demandais à quel point Arsenal avait activé le mode gestion au retour des vestiaires et que du coup, à quel point ça avait conditionné le fait qu'on ait la possession, qu'on joue beaucoup plus haut, et que l'impression visuelle soit un peu plus positive sur la deuxième mi-temps. J'ai eu un élément de réponse dans la conférence de presse de Mikel Arteta après le match qui dit que oui, ce sont les ajustements du PSG qui nous ont poussé à jouer plus bas et dans d'autres zones. Donc bien sûr,
c'est à mettre au crédit du PSG d'avoir un entraîneur adverse qui dit ça, même si il peut aussi bluffer, hein, c'est en Angleterre chose courante. Mais j'irais quand même dans ce sens, déjà parce que quand ils reviennent des vestiaires, il y a 5 minutes où ils sont dans notre camp, ils nous attaquent, ils ont des grosses occasions. La frappe de Martinelli, les arrêts de Donnarumma, et ensuite ils s'éteignent. Donc c'est vrai que là-dessus, l'euphorie s'est un petit peu calmée. Je pense que l'ambition initiale, c'était quand même d'aller chercher ce 3-0. Voilà. Ensuite, on joue très haut, ils défendent très bien, parce qu'ils ont aussi des individualités très fortes, mais ils ressortent pas. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils peinent vraiment à ressortir. On gère plutôt bien les transitions défensives. Et puis surtout, on est dans un système de championnat. Je pense qu'à la fin, il y aura beaucoup d'équipes au même nombre de points. Et du coup, ce sera la différence de but qui va jouer. Je vois pas pourquoi ils auraient verrouillé, voilà, en deuxième mi-temps complètement. Je pense que s'ils avaient pu nous mettre le plus de buts possible, ils l'auraient fait. Alors après, ça, c'est à chacun de juger à la revision du match, croire ou non les paroles d'Arteta et tout ça. Parce que c'est vrai que là, à chaque journée, il y a un score de tennis qui profite à une équipe. Sur la première, c'était Bayern face à Zagreb, hein, le 9-2. Là, Dortmund qui ont étrié le Celtic Glasgow. Et ça, c'est intéressant, ça m'a fait tilt. Zagreb et Glasgow, c'est quoi? Des équipes exotiques hors top 5. D'accord. Nous, tu prends notre tirage, on n'a aucune équipe exotique. On joue que des équipes. Ah si, on a en Autriche et encore. L'Autriche, c'est pas non plus la Croatie, l'Écosse ou alors les clubs d'Europe de l'Est, bulgares et tout ça. Bref, notre tirage de la mort. Faut savoir que on est sur un championnat et la règle des clubs d'un même pays qui ne doivent pas s'affronter a été gardée sur le tirage au sort. Ok? Et c'est-à-dire que nous, on est arrivé, je crois, en avant-dernier dans le tirage au sort. Du coup, avant, on a eu plein d'équipes espagnoles, anglaises, qui bénéficiaient de cette règle. Donc un Manchester City qui pouvait pas affronter un Arsenal par exemple, le Real qui pouvait pas affronter Atlético, Barça. Et du coup, ça a augmenté leur probabilité de tomber sur des clubs exotiques. Ils ont pris tous les clubs comme ça. Et nous, comme on est tiré en dernier, évidemment, il reste que des clubs de championnat top 5. Alors après, c'est vrai, vous me direz, tout est relatif parce que Gérone, c'est un club du top 5, mais c'est pas le Real Madrid. Après voilà, ça reste quand même une équipe qui l'année dernière gagne 2 fois contre le Barça, je crois. Un projet de jeu très très clair, une équipe quand même très très développée. Mais voilà, je reviens juste là-dessus parce qu'hier soir ça m'a fait tilt quand j'ai vu Dortmund gagner. Je me suis dit mais en fait il faudrait absolument supprimer cette règle des clubs du même pays qui peuvent pas s'affronter pour cette phase de championnat parce que ça n'a aucun sens. Ça biaise complètement le truc. Quand tu viens de Ligue 1 et que tu es tiré en dernier en fait, tous les clubs exotiques ont été attribués aux clubs anglais, italiens et tout ça par rapport à cette règle. Bon, bref, revenons sur la réponse de Luis Enrique, enfin du coup la non-réponse, puisque quand Margot Dumont lui dit voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre tactique, lui il répond non, vous comprendrez pas. Ok. Personnellement, je pense que la réponse est complètement déplacée. Voilà. Mais après, ça ne m'étonne pas de Luis Enrique. Je vois pas comment on peut être étonné. On savait de toute façon dès sa signature qu'on recrute quelqu'un qui a un ego surdimensionné, voilà, qui veut absolument contrôler. Ça se voit avec son effectif, tout simplement. Et qui veut être au-dessus vraiment de tout le monde, qui surplombe tout le monde et qui donne cette impression d'arrogance. Bon, là-dessus, c'est pas surprenant. Par contre, ça n'en reste pas moins irrespectueux pour Dumont, pour tous les supporters qui écoutaient cette interview post-match. Après, je pense que, il faut pas dresser de Luis Enrique le portrait d'un entraîneur qui ne répond jamais. Souvent, quand les questions sont bien formulées, il t'apporte des réponses plutôt intéressantes. Sa conférence de presse juste après, mardi soir, est plutôt intéressante en la matière. Et deuxième élément de contexte, pour cet argument, un élément de contexte, l'interview en elle-même. Donc c'est la troisième question.
Donc la première, c'est une question bateau. La deuxième, c'est sur Dembélé. Voilà, est-ce que Dembélé, ça a changé quelque chose? Et là, déjà, il commence à se crisper, il dit qu'il veut pas répondre. Et en plus, dans sa question, donc là où il va dire, vous comprendrez pas, elle dit, expliquez-nous la tactique, sauf que elle oriente un peu le truc en parlant d'un cadre tactique qui serait rigide pour les joueurs. Alors ça, c'est un poncif qui est répété éperdument sur les plateaux télé et tout ça, qui, je pense, est à minima partiellement faux, voire quasiment entièrement. Le cadre rigide, je trouve qu'un Hakimi viendrait te dire non. Un Joao Neves, pareil. Le faux numéro 9 aujourd'hui, Lee Kang-in, pareil. Enfin, il joue partout où il veut. Alors, il est restrictif, peut-être, pour un Nuno Mendes, pour un Barcola. Après, est-ce que c'est pas des joueurs qui ont besoin d'un cadre justement restrictif? Nuno Mendes, je pense, Barcola un peu moins. Enfin, Nuno Mendes au vu de sa forme actuelle. Mais voilà, je trouve que c'est assez faux. Hein. Il y a certains joueurs qui ont énormément de liberté dans ce système tactique, et cette histoire de cadre rigide, c'est peut-être ça qui a crispé Luis Enrique. Après, voilà, Margot Dumont, très classe. À ce qui paraît, a envoyé un message au club le lendemain, carrément s'est excusé de la polémique. Donc voilà, là-dessus, on la respecte. Et limite, ça me fait chier pour elle, parce que honnêtement, si c'était Olivier Talaron, j'aurais jubilé d'une réponse, voilà, à Talaron. Mais là, bon, Margot Dumont, on la connaît un peu moins. C'est vrai que elle prend un peu pour tous les autres. Bon, c'est dommage, c'est regrettable. Voilà. Aussi quelque chose, il y a une statistique là, tout de suite qui a été sortie, c'est le pourcentage de défaites. Alors à ce qui paraît, Luis Enrique a le plus élevé à l'échelle de l'RQSI. Je crois qu'il y a 6 défaites en 14 matchs de Ligue des Champions depuis sa signature. Mais ça rejoint ce que je disais sur le tirage au sort en fait. Les autres entraîneurs, ils avaient Başak Şehir, Haïfa, Ludogorets, l'Étoile Rouge de Belgrade, Celtic Glasgow et tout ça. Hein, tu avais le FC Bâle, par exemple, ou Unai Emery 2016. T'avais voilà des équipes hors top 4. Là, Luis Enrique a affronté que des équipes espagnoles, italiennes et anglaises. C'est tout. Là, ça y est, on va passer à une néerlandaise sur la prochaine journée avec le PSV. Mais jusque-là, c'est vrai que on a quand même eu du très très lourd. Je trouve cette stat un petit peu biaisée. Ou alors, il faudrait du coup, je pense, pour être un peu plus juste, appliquer cette stat aux autres entraîneurs sous QSI face aux équipes du top 4 européen. Parce que c'est vrai, même si vous allez me dire la Real Sociedad c'est top 4, mais c'est pas le gratin espagnol, je pense quand même que ça reste très largement supérieur, beaucoup plus abouti que un Ludogorets, Bâle, Başak Şehir et tout ça. Bref, voilà pour cette petite statistique qui m'a un peu mis en rogne quand je la voyais passer. Passer cette plaidoirie un peu pour Luis Enrique, mais je fais ça parce que dans le débrief, je l'ai tabassé. Hein. Je reviens pas sur le choix de titulariser Désiré Doué, l'envoyer au front. Bien sûr que la réponse à Margot Dumont, elle n'en reste pas moins... Oui, c'est pitoyable, c'est un manque de respect lamentable, bien sûr, de la part de Luis Enrique. Passons quand même aux joueurs, parce que c'est vrai qu'on en a assez peu parlé dans le débrief à chaud. Bon, Donnarumma, on est resté longuement sur lui. Alors, il y a un gros problème. Hein. Vraiment, il y a un problème soit de vision, soit il lui faut des lunettes parce que le temps de réaction est assez fou, soit des problèmes de motricité physique. Alors est-ce que c'est dû à son retour de blessure, voilà, est-ce que le garçon est trop grand et ne maîtrise pas ses palmes et ses jambes? Mais c'est vrai que la lenteur des sorties, c'est aberrant. Après, faut noter qu'avant les 2 buts, il fait 2 belles sorties, une aérienne et une loin de sa surface. Et après les 2 buts, bon là c'est un peu trop tard, il fait des arrêts quand même. Il fait des arrêts, il évite le 3-0 et que le match soit plié, notamment face à Martinelli. Il y a un bel arrêt, voilà. Mais sinon, et quand je vois le match de Lucas Chevalier hier avec Lille, je me dis, honnêtement, Luis Campos, il y pense.
Luis Campos, c'est pas possible. Déjà qu'il ne s'intéresse pas à Lucas Chevalier, sans remettre en cause Donnarumma, qu'il ne s'intéresse pas à Lucas Chevalier. Bref. Hakimi, bon Hakimi, je reste sur ma position, même en ayant revu le match, pour moi c'est le meilleur parisien. Bien sûr, faut noter qu'il est bien aidé par le fait que Arsenal ait ciblé le côté gauche pour attaquer, et même lorsqu'on relance. Alors c'est marrant parce que l'année dernière c'était vraiment le côté droit qui était ciblé par les adversaires, et là du coup c'est vraiment Nuno Mendes, Pacho, et ça attaque de l'autre côté. Du coup il était un peu plus libre, même si quand on relançait, le pressing d'Arsenal faisait qu'il pouvait pas trop se projeter non plus. Voilà. Après, le peu de fois où ils ont attaqué sur son côté, c'est vrai que Martinelli a réussi à se mettre en position de frappe. Début de seconde mi-temps notamment. Donc peut-être que s'ils avaient pilonné pendant tout le match sur ce côté-là, ça aurait été un peu plus compliqué pour Achraf. Mais lui, voilà, c'est typiquement un joueur qui a énormément de liberté. Par contre, il souffre du cadre collectif dans le sens où il n'y a pas de vrai numéro 9. Et c'est vrai que quand il se projette, quand il arrive lancé comme ça, qu'il n'y a pas de solution, pas de présence, ça fait vraiment mal. Et d'ailleurs, cette saison, je le répète, mais ça m'a pas du tout fait tilt. En fait, ça fait plusieurs débriefs où je dis le PSG allonge beaucoup son jeu à la relance. Alors mardi soir, Donnarumma l'a pas vraiment fait, mais Safonov le faisait sur les matchs qu'il a joué. Donnarumma aussi face à Gérone. Pacho l'a fait à quelques reprises mardi soir. Bon, ça a été rendu à l'adversaire. Pourquoi? Parce que c'était l'IF au numéro 9. Et donc quand tu allonges, c'est tout bête. Peut-être qu'un numéro 9 à la relance t'aiderait beaucoup plus pour gagner les ballons, faire avancer le ballon et le bloc. C'est assez mathématique. Marquinhos, écoutez, encore un match sans saveur de sa part, sans être coupable directement, mais sans être un vrai leader, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui ne se mouille pas, qui est très très neutre. Je vois pas comment on peut apprécier ces matchs. C'est triste parce que l'année dernière, honnêtement, sur la phase finale, voilà, il y a des vrais matchs où là, il a une stature. Mais là, il est vraiment retombé dans les travers qui le suivaient depuis des années. Aucune action significative, aucune personnalité avec ballon à la relance et tout ça. Alors qu'on sait qu'il a les qualités, les ballons pieds en rupture, il sait les mettre, il sait envoyer en profondeur Marquinhos. Offensivement, quand il monte l'action où il se fait plaquer par Rice et qu'au final... il ne se jette pas, il préfère essayer d'aller jouer l'action jusqu'au bout et il se relève tout sourire, tout content avec sa coupe d'éponge. Franchement, c'est... Enfin voilà, c'est vrai que ça, c'est une image qui est un peu pathétique. C'est une image qui est un peu pathétique. C'est un des joueurs sur lesquels ouais, je tomberais pour le match de mardi. Bon, Pacho, tu vois, pour lui, il y a quelque chose de significatif. C'est les duels qu'il gagne. C'est les duels qu'il gagne. Alors, dans des circonstances un peu particulières. C'est vrai qu'il les gagne exclusivement quand il défend en avançant, quand il jaillit un petit peu, quand il est loin de son but. Par contre, une fois que il faut regarder derrière lui, qu'il y a un ballon qui est lancé dans son dos, c'est un peu compliqué. En témoigne sa responsabilité sur le but. Je qualifierais peut-être pas son match de bon. Hein. Je l'ai trouvé quand même assez moyen déjà parce qu'il a une responsabilité sur le premier but. Et à la relance, aucune prise de risque, même des ballons rendus. Voilà. Nuno, alors là Nuno c'est pareil, Nuno jusque là je disais qu'il y avait plus de progression, c'est très clair maintenant, il y a régression parce que sa gestion des duels, avant il était vraiment pas comme ça, il était beaucoup plus explosif, plus difficile à passer parce que même si voilà, son vis-à-vis réussissait un peu à le prendre de vitesse, lui allait continuer jusqu'au bout, faire une intervention un peu propre, rester proche de lui au contact tout le temps. Là, cette capacité à se retourner beaucoup trop facilement lors d'un duel, ça me plaît absolument pas. Les fautes idiotes aussi, celle qui amène le coup franc du deuxième but, j'ai oublié de la mentionner dans le débrief à chaud, mais c'est une faute complètement inutile et il en fait souvent. Voilà, souvent aussi il prend des cartons, donc peut-être qu'il va y avoir des suspensions à un moment donné pour des cartons complètement idiots. C'est vrai que défensivement, là, Saka, on le rajoute à la collection des ailiers qui l'ont fait vraiment, vraiment valser. Défensivement, c'est vrai que Nuno, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Après, offensivement, bien sûr, il réussit à aller au bout de certaines actions, son tir. Il fait quelques différences. Alors, ça pose la question d'un repositionnement en ailier. Il y a des gens qui disent, comme il est mauvais défensivement et bon offensivement, on va le remettre ailier. Bon, je ne serais pas aussi certain parce que le fait de commencer ses actions plus haut sur le terrain,
en tant qu'ailier. Je suis pas sûr qu'il serait aussi à l'aise que là, où certes, c'est quelqu'un qui est capable de partir arrêté. C'est vrai. Mais une fois qu'il est lancé, c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime bien dévorer les espaces. Et puis surtout, quand tu es ailier, tu reçois le ballon dos au but adverse. Ce qui est quand même une sacrée différence avec le poste de latéral où là, il est tout le temps face au jeu et tout ça. Donc, c'est quand même une grosse inconnue. Donc, l'histoire de mettre Nuno ailier, bon, je l'ai vu passer sur les réseaux, donc je l'ai mis dans les brouillons, mais j'y crois vraiment pas du tout. Après, à quel point les consignes de Luis Enrique lui font mal à sa confiance. Parce que c'est vrai qu'offensivement, je me souviens de son match contre le Bayern Munich sous Christophe Galtier quand on perd 1-0 au Parc des Princes. C'est quelqu'un qui allait au bout de ses actions. Là, c'est quand même plus compliqué, tu le sens un peu plus bridé, c'est vrai, offensivement. Et bien sûr, donc ce rôle défensif, peut-être qu'il lui fait un peu perdre en confiance. Alors, il y a la question de la prolongation aussi, hein, parce que c'est le seul des joueurs sous contrat jusqu'en 2026 pour qui il n'y a eu aucune rumeur de prolongation jusque-là. Donnarumma et Hakimi, on sait très bien qu'il y a un processus de négociation. Avec lui, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'attend le club? Quand il revenait de blessure, on se disait, peut-être, physiquement, ils attendent de voir comment ça évolue. Bon, là, visiblement, ça va. À part les 2 absences pour infection virale selon les communiqués du club. Bon, il réussit quand même à enchaîner. Ça fait plus de 7 mois qu'il est revenu de blessure. Bon, je sais pas. Peut-être que le club attend de voir son niveau, tout simplement. Alors, sur les réseaux, il y a un truc qui tourne comme quoi il serait adepte des sorties nocturnes à Paris. Mais vraiment, ce sont des rumeurs. Mais quand on sait à quel point c'est important pour Luis Enrique, ça, Mukiele par exemple l'année dernière, alors certes, entrée de CRS contre des petites équipes et match d'agents de sécurité face au Havre, mais aussi les sorties. Et ça, Luis Enrique n'appréciait pas vraiment, donc c'est vrai que, bon, voilà. Par exemple, Dembélé, sur l'absence du groupe, on sait qu'en fait, il y a eu l'explication après le match face à Rennes, mais surtout, il est arrivé en retard à l'entraînement dimanche. Voilà. C'était la Fashion Week dans Paris. Il avait fait partie au mois de mai de ceux qui avaient fait la virée à Cannes et tout ça, où après, il y avait eu des absences un peu bizarres, où on s'est un peu demandé si c'était pas du disciplinaire. Bon, je dis pas que Nuno Mendes est arrivé en retard comme Dembélé, mais voilà, peut-être que parfois tu arrives à l'entraînement, t'es pas tout frais des machins. Bon, après, ce sont que des rumeurs. Ce sont vraiment que des rumeurs, mais bon, qui tournent quand même pas mal de gens qui sortent énormément dans Paris. Franchement, j'ai vu, enfin, pas moi, hein, moi je sors pas et je fréquente pas les lieux des footballeurs, hein, je suis pas millionnaire comme eux, mais voilà, il y a des gens à qui que je vois passer sur Twitter et à qui je parle, qui le disent. Et puis d'ailleurs, Walid Acharchour l'a dit de toute façon sur le plateau de l'After il y a quelques jours, je crois. Vitinha, ça devient assez inquiétant. Il faut absolument qu'il reste pour la trêve internationale. Donc j'ai regardé, le Portugal n'a pas encore dévoilé sa liste, mais il faut absolument qu'il reste tranquille à Paris sur les 15 prochains jours, parce que sa blessure à la cheville là, c'est quand même assez inquiétant. Alors João Neves, je m'éterniserai pas sur son cas, juste j'y crois peu sur la durée en relayeur Neves en fait. Mardi soir, son match est bien meilleur. Déjà sur la fin de match, mais bon, ça, c'est à chaque fois pareil, parce que c'est vrai que quand l'équipe adverse fatigue, que les espaces s'ouvrent un petit peu, c'est vrai que Neves, lui, monte en puissance. Mais mardi soir, il y a aussi eu un repositionnement en numéro 6 sur la fin de match. Un poste qu'il connaît par cœur de Benfica. On rappelle que relayeur, il n'y jouait pas, en fait, à Benfica. Au début de saison, il était carrément numéro 10. C'était un rôle complètement nouveau pour João Neves. Et là, retrouver son poste de numéro 6, ça lui a peut-être fait du bien, peut-être plus de repères. Et ça pose la question d'une inversion avec Vitinha, qui lui, en tant que relayeur gauche, a fait quelques matchs intéressants. Par exemple, c'est vrai que là, on le voit plus du tout offensivement, Vitinha. Il prend plus de frappes, déjà. Il fait plus de passes en profondeur et tout ça. Peut-être que le mettre relayeur, ça le rapprocherait du but. Déjà, ça ferait une menace en plus pour nous. Et lui, peut-être que ça lui redonnerait confiance, tu vois. Imaginons, tu mets relayeur au prochain match. Bon, il met un but. Voilà,
ça reprend confiance, tu vois ce que je veux dire. Zahir Emery, j'ai bien aimé son match. Il a répondu à l'impact d'Arsenal. Après, c'est sûr que dans l'utilisation du ballon, c'est pas trop ça, mais il ne coule pas. Je trouve qu'il ne coule pas, et si Arsenal décide d'attaquer à gauche, il y est sûrement pour beaucoup. Peut-être qu'ils avaient un petit peu peur d'aller voir Warren, parce que franchement, c'est pas Hakimi qui fait peur aux meilleurs ailiers de la planète ou aux collectifs les mieux huilés, quoi. Lee Kang-in, bon, dans ce rôle de 4e milieu, alors en première mi-temps, je trouve qu'il touche pas mal de ballons sans être vraiment concret. En deuxième, par contre, il disparaît alors qu'on est plus haut sur le terrain. C'est marrant, plus le PSG joue haut, plus son numéro 9 disparaît. Quand c'est Lee Kang-in, bien sûr, le numéro 9. Donc ça, c'est un peu... c'est un peu problématique. Ouais, là, honnêtement, on est parti un peu trop loin dans le délire de faux numéro 9, parce que autant Asensio a des qualités de finition, il est capable de tirer de loin, même dans la surface, il a un vrai instinct, autant Lee Kang-in n'est vraiment pas à l'aise. Hein, et c'est vrai que, bon, pour ce rôle-là, je suis un peu dubitatif, parce qu'à un moment donné, faut... Enfin, faux numéro 9, c'est cool hein, d'apporter à la relance et tout ça, mais à un moment donné, il faut marquer, quoi. Après, les corners, il les tire très bien. On est vraiment de plus en plus proche d'en marquer un. Et peut-être que ça va faire qu'il va préserver sa place, peut-être, hein, sur les prochains matchs, Lee Kang-in. Bon, Barcola, je prendrais sa défense aussi. Hein, je trouve qu'il faut pas vraiment l'accabler sur le match de mardi soir. Parce que déjà, Luis Enrique lui demande explicitement de rester très haut sur le terrain. Ce qui le met beaucoup... ce qui le positionne très loin de ses partenaires. En plus... mardi, c'était João Neves qui n'avait pas trop de repères, qui était assez en retard, surtout au pressing annulé très facilement. Nuno qui du coup lui est très très bas. Et quand il a le ballon, Barcola, c'est vrai qu'il est tout le temps tout seul, quoi. Quadrillé par 3 joueurs d'Arsenal. C'est vraiment compliqué. Le jeu associatif est très difficile à développer. Il y a personne qui vient dédoubler. Donc là-dessus, Barcola, c'est vraiment quelqu'un que je mettrais. Barcola et Hakimi, vraiment victimes de cette animation offensive qui me déplaît de plus en plus. Voilà. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et du coup on se retrouve samedi pour l'avant-match Nice-PSG. Nice qui joue d'ailleurs ce soir, donc c'est-à-dire que nous ça fait 48 heures qu'on se repose et qu'on entame du coup la préparation du match contre eux dimanche soir, pendant que eux, ça fait 48 heures qu'ils préparent leur match de ce soir. Voilà, et ils auront du coup que 72 heures pour se remettre. Donc franchement, même s'ils seront à domicile, là ça fait quand même un sacré avantage. 2 jours en plus, surtout eux, le fait qu'ils jouent jeudi soir pour dimanche soir, c'est un sacré avantage du calendrier. Ciao les amis, prenez soin de vous.